L'idée de François de Kersozon est de créer en Bretagne un véritable maillage hydraulique. Ce projet a un double intérêt. Désenclaver la région en assurant en toute saison le transport des matières premières, mais aussi un intérêt de stratégie militaire en reliant les arsenaux de Brest, Lorient, Nantes et Saint-Malo en cas de blocus maritime de la part des Anglais. La révolution de 1789 stoppera l'étude du projet et ce sera seulement sous Napoléon Bonaparte que débutera la construction du canal. Le premier coup de pioche, ça a été plutôt du côté de Port-Launay, de Rade de Brest. Et pour la partie ici, ça a commencé en 1811, l'écluse du Pas d'Éric. Creusement du bief de partage entre Loire et Vilaine au Pas d'Éric. Et la durée de construction La durée de construction, donc premier coup de pioche par ici 1811 et la dernière écluse à Nantes vers 1830. Enfin le décret de mise en construction du canal date quand même de 1805. Donc avec les interruptions dues à la guerre, ça a repris vraiment dans les années 1820-22, lorsque sous la Restauration, donc l'Empire s'était terminé, la République s'était terminée, on était revenu au système de la monarchie, et donc c'est là qu'il y a eu une période de stabilité, de paix, qui a permis de finir ce canal. Il fallut attendre 1842 pour que les deux ports bretons de Nantes et Brest soient enfin reliés. Le canal de Nantes à Brest débute et se termine par des écluses maritimes. Ici, en plein centre de la ville de Nantes, c'est la marée qui, portée par la Loire, commande le passage des bateaux. Entièrement automatisée, l'écluse numéro 1, Saint-Félix, permet chaque année le passage de 1000 à 1500 embarcations de tourisme. Un à un, les bateaux s'engouffrent dans un tunnel qui traverse la ville avant de ressortir 800 mètres plus loin dans le vaste cours de l'Erdre. L'Erdre, véritable paradis des pêcheurs de poissons blancs. Donc là on est où alors? Là on est au lieu-dit Gachet. Ça fait partie de la commune de Nantes, mais on est en limite de Carquefou. On est en amont de Nantes. Donc à Nantes, pour le canal de Nantes à Brest, c'est l'écluse Saint-Félix, qui est la première. Et on parcourt l'Erdre pour arriver à la deuxième écluse, qui commence carrément le canal, et c'est l'écluse de Kieix. La rivière fait combien là en taille? En profondeur, c'est plus mon domaine, elle ferait 1,50 m à 2 mètres. D'accord. Le chenal où il y a des bateaux promenades qui passent régulièrement, où on peut manger dessus, le chenal doit atteindre 3 mètres, 3,50 m. Et là je vais pratiquer une pêche au cou qui s'appelle la pêche à l'anglaise, avec une canne à anneaux, mais qui permet de pêcher des poissons blancs, brèmes, gardons. Dans l'Erdre, on a une majorité de brèmes. C'est le poisson largement dominant. Et quelques poissons-chats, quelques gardons aussi. Et on fait des beaux scores. Pour moi, c'est la rivière la plus riche de Loire-Atlantique. Et donc en matériel, tu utilises quoi alors? Ouais, j'utilise le matériel que j'ai tous les dimanches en compétition. Un panier rive qui permet, avec ses pieds réglables, de s'installer sur n'importe quel sol, presque n'importe quelle pente. Une canne à anneaux qui fait 3,90 m de long, avec un moulinet, garni de fil en 12 centièmes. C'est suffisant pour pêcher les poissons blancs.
Et puis la particularité de la pêche à l'anglaise, c'est l'utilisation d'un waggler. C'est ce flotteur bizarre qui est attaché que par le bas, qui une fois dans l'eau se redresse tout seul. D'accord. Voilà. Ça permet de noyer tout le fil de la canne au flotteur sous l'eau. Et c'est meilleur? C'est mieux? Eh bien, ça permet que le vent ne prenne pas dedans et que la ligne ne dérive pas. En fait, les gros poissons s'approchent rarement du bord. Avec cette technique-là, on va les chercher, là où ils sont. D'accord. Qu'est-ce que tu utilises comme amorce? J'utilise l'amorce du commerce, l'amorce spéciale anglaise de chez Sensas, qui est très bien adaptée pour la brème. Elle est orange, elle attire bien tous les poissons et elle conserve bien les brèmes. Voilà, là elle est bien mouillée. On peut en faire une boulette facilement. On peut aussi la casser. Elle est bien. Donc là, tu rajoutes des verres. Hein. Ouais. Des asticots. Des asticots dedans. Un peu de rouge, un peu de blanc. Comme ça, ils choisiront la couleur qu'ils veulent. Il y a une couleur qui marche mieux qu'une autre? Des fois. Des fois. C'est pour ça qu'en mettant les deux, après, on commence la pêche en mettant un asticot de chaque couleur à l'hameçon. Et on s'aperçoit rapidement qu'il y en a un qui est préféré. T'en mets combien à peu près? Une douzaine. Ça suffit, ouais. Ouais. Après, on verra. Tu fais quoi là? Je dégraisse mon fil avec un produit, genre produit à vaisselle, mais spécial pour le fil, quoi, qu'il l'abîme pas. Le fil dégraissé, il coule bien. Il faut le faire couler là parce que le vent, il entraîne la ligne trop vite. Tu utilises toujours ton dégorgeoir? Ah bah dès que je vois pas l'hameçon, oui. Ça évite d'abîmer le poisson? Ah oui, bien. Ouais. Ça va chercher l'hameçon et ça l'enlève sans blesser le poisson. Le but c'est ça parce qu'à la fin de la partie de pêche, on regarde ce qu'on a pris et on remet tout à l'eau. Ouais, ce qu'on appelle le no-kill. Ouais. Ah, puis ça fait plaisir de les voir repartir. Ça, quand on revient la fois d'après, on est sûr qu'il y en a dedans. Il y a une grosse population de brèmes ici. Ah oui. Elle a carrément dominé l'herbe. C'est dû à quoi? Je sais pas. Il doit avoir un meilleur mode de reproduction que les autres poissons. L'eau doit bien leur convenir et à force, c'est peut-être eux qui monopolisent toute la nourriture de la rivière, ce qui fait que les autres espèces s'estompent plus ou moins. Et voilà le dernier poisson blanc. Donc une belle petite partie de pêche. Hein. Oui, courte mais agréable. On s'est bien amusé. Bah voilà. Voilà. On va pas les laisser trop longtemps à l'air parce que les poissons ils aiment pas trop ça. En combien de temps ça? 1h30 là? 1h45? Oui, voilà, ouais. Ouais.
fait une belle petite pêche. Hein. Ouais, on a fait quelques jolis brèmes qui font 500-600 grammes. On a fait que ça, que des brèmes en fin de compte. Il y a quelques poissons-chats. On en a pris 3. Le plaisir du pêcheur est intact. Voilà, on va se dépêcher parce que on va les remettre à l'eau. On va enlever les poissons-chats parce que ça, on va s'en occuper après. Pourquoi tu les mélanges pas? Non, c'est nuisible. Ah d'accord. C'est nuisible. À certaines périodes, ça mange les œufs des autres poissons. Voilà, tout le monde va repartir gentiment dans la bonne direction. Et voilà. Et voilà. Déjà 20 km que l'on a quitté Nantes et la Bretagne s'ouvre désormais aux voyageurs. Toits d'ardoise, murs de pierre et fenêtres bordées de géraniums rouges. Gilles Jérôme est l'éclusier de Quillex. Il est aussi sa mémoire. Il collectionne les photographies et les archives de toutes sortes se rapportant au canal, comme ces immenses concours de pêche organisés dans les années 1920 et qui rassemblaient régulièrement des centaines de pêcheurs venus de Nantes et des environs. Ambiance de fête, accordéon et guinguettes à l'ombre des peupliers et des canotiers. Alors les marchandises qu'il y a eu, il y a eu tout. Dans la mesure où la Bretagne intérieure était relativement peu peuplée, quasiment désertique, fallait transporter de tout. Des matériaux de construction, des denrées alimentaires. Alors, il y a eu une grande période de transport de chaux, de la chaux qui venait des bords de Loire, des fours à chaux des bords de Loire, pour amender les terrains acides de Bretagne, où ils poussaient essentiellement du blé noir, la galette de blé noir maintenant qui vaut une fortune dans les crêperies. Autrefois, les Bretons mangeaient essentiellement de ça, puisqu'il n'y avait pas d'autres céréales qui poussaient dans ces terrains. Donc, la chaux. Et il y a aussi le vin rouge. Ah ouais, le Gouineru. Le Gouineru, oui, que les Bretons aimaient bien. Et les pinardiers débarquaient le vin d'Algérie à Nantes et s'étaient chargés sur les péniches, direction aussi de la Bretagne intérieure. Alors ça, je ne sais pas si ça a été une bonne affaire pour la santé de la Bretagne. 25 km au nord de l'écluse de Quillex, le canal change de bassin versant. Désormais alimenté par celui de la Vilaine, il aura fallu une étonnante ingéniosité aux concepteurs pour imaginer cette étrange rigole reliant les deux bassins. Pas moins de 4 aqueducs de 8 à 10 arches et un souterrain de 600 mètres de long fournissent l'eau en permanence au canal qui continue son chemin vers Redon. Et désormais, ce sont les pêcheurs de black bass qui prennent le relais. Alors on se trouve à quel niveau du canal là? On se trouve à peu près à 60 km de Nantes et puis à peu près à 30 km de Redon, là où le canal va chevaucher la Vilaine, donc sur la commune de Garouette. Là ici le canal il n'a pas tout à fait le même aspect qu'à d'autres endroits, comme à Quillex par exemple, juste après Nantes. Ici il est beaucoup plus large. Nous sommes plus dans des plaines, donc il est beaucoup plus large. Il fait à peu près une soixantaine de mètres de large, alors qu'en général le canal fait entre 20 et 30 mètres de large. Donc on va rechercher les black bass parce qu'il y en a quand même pas mal ici, ça devient intéressant de les pêcher près des bateaux par exemple, avec les herbiers. Là je vais les pêcher avec des leurres de surface. Donc là un popper, je vais arrêter le bateau. Un poisson nageur qui va nager qu'en surface, qui a des billes faites pour exciter le poisson. Donc il y a juste sa tête qui va ressortir et l'action de nage ça va être le faire nager en zigzag, ce qu'on appelle walking the dog. Donc là j'ai pris un coloris black bass. Les black bass sont carnivores quand même. Donc voilà une canne qui est prête. Donc une canne avec une action
on va dire jusqu'au 4/5e de la canne, c'est rigide, et puis la pointe de la canne est assez souple. C'est une canne spéciale poisson-nageur, justement, pour pouvoir animer les leurres, aussi bien en surface que dans l'eau. Le nylon, c'est du 22 centièmes, du nylon assez fin, fluorocarbone, qui se voit normalement pas dans l'eau. Donc de sa souplesse, je pourrais animer un peu plus facilement les poissons nageurs. D'accord? Donc comme leur nom le porte, poissons nageurs, ils nagent, mais les poppers, il faut encore un petit peu plus les animer. Donc ensuite, pour l'autre habitat, là j'ai choisi une canne un peu plus rigide, sur toute sa longueur, vraiment une action de pointe, hein, très dure, avec beaucoup d'anneaux, une Shimano, avec là du fil de 25 centièmes, parce que cette canne est destinée à aller rechercher les poissons dans les bois morts. Donc je vous présente le leurre que j'utilise, c'est un grub de chez Mepps, avec un hameçon simple à anneaux, sur lequel j'ai chaussé une agrafe, et sur cette agrafe j'ai passé une chevrotine de 4 grammes. Donc c'est articulé. Et là, de cette manière, je vais pouvoir descendre le leurre entre les branches de l'arbre qui est immergé dans l'eau. Et si jamais je m'accroche, en dandinant comme ça, je vais pouvoir faire des secousses et l'hameçon a plus de chances de se décrocher. Donc c'est tout simplement pour ça que j'utilise une tête articulée. Là, ce qu'on va faire, on va remonter un petit peu le cours d'eau. Et comme le vent, comme nous sommes face au vent, un vent de nord-est qui persiste depuis un petit moment, on va remonter une bonne partie puis on va pêcher en dérive. Donc je ne poserai jamais le poids, même si je pêche sur un bois mort. Je tiendrai une branche sous mon pied avec la barque et ça nous empêchera de dériver. Ensuite, si je veux pêcher le long des nénuphars et que je vois que je dérive de trop, j'utiliserai le moteur électrique avec la marche arrière. Le moteur électrique est vraiment un outil indispensable lorsque l'on pêche en barque en dérive. On peut voir un pêcheur là-bas qui pêche le poisson blanc. Donc dans le canal, la population piscicole est tout de même assez riche, je dirais même très riche. Il y a beaucoup de poissons blancs, gardons, brèmes, ablettes, et il y a aussi tous les autres carnassiers. Sandres, perches, brochets, et aussi maintenant, depuis je dirais 5 ans, on peut dire black bass, parce qu'ils se sont vraiment bien implantés, et lorsque l'on va pêcher le black bass, il y a quand même des chances d'en prendre. Les black bass, ce sont des chasseurs, surtout des chasseurs de surface, mais pas des très bons chasseurs. Sur un banc d'une dizaine de poissons, des fois, d'une dizaine de poissons blancs, les black bass vont se mettre à 4-5 pour en attraper un seul seulement, et il n'y a qu'un black bass qui arrivera à attraper un gardon. C'est pas des très bons chasseurs, quoi. Donc ils mangent beaucoup de poissons, on pourrait dire pélagiques, malgré qu'on se trouve en eau douce, donc des ablettes et des gardons. Donc l'ablette dans le canal est très présente, les petits gardons aussi, les petits retangles aussi, donc ils ont de la nourriture, il n'y a pas de souci, quoi. Dans le canal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a brochet, cendre, perche et puis black bass. Je dirais que les rivalités sont surtout entre les brochets et les black bass. Le brochet adore le black bass. Donc sur le canal, on n'en trouvera pas partout du black bass. On le trouvera à certains endroits et comme par hasard, ceux où il n'y a pas de brochet. Le black bass aime bien se camoufler dans les bois morts. Ouais, malgré l'image qu'on peut en avoir, c'est-à-dire le black bass vit dans des endroits marécageux, dans des endroits très encombrés par les herbes. Le black bass aime bien les bois morts. Hein. C'est un peu son lieu de repos, je dirais, quoi. Donc vous voyez, là on va approcher du poste de pêche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sur un moteur électrique, il y a des vitesses. Donc on peut y arriver tout doucement. Maintenant que j'en suis prêt, je vais pouvoir essayer de le dandiner. Il y a du fond, hein? Là, il y a à peu près 80 cm d'eau. C'est largement assez pour coller un black bass, là. Donc toutes les branches doivent être inspectées. Toutes les fenêtres doivent être inspectées. Donc je tiens toujours le fil à la main et j'anime du bout du sion, tout simplement. Je le fais tressauter comme je peux, tant bien que mal. Disons que là, ici, le poisson est dans son élément. Donc il aura peut-être un petit peu moins peur. Il n'a pas l'habitude spécialement de voir des leurres lui arriver. Hop, là j'ai une touche, quoi. Alors c'est pas facile de ferrer, on loupe beaucoup de poissons, c'est sûr, mais on a quand même des touches. Hein. Faut pas exagérer, peut-être qu'il va revenir, mais les black bass en général, quand ils tapent une fois, dans ces lieux-là, ils ne reviennent pas spécialement. Plus le poste est encombré, plus vous avez de chances de trouver des poissons. Bizarre, mais c'est comme ça. Ici, on prend des cendres, on prend des perches et même des brochets, hein, sans problème. Sur les mêmes leurres? Sur le même leurre, ouais. Après, il est certain que si j'utilise un popper pour pêcher en surface, c'est quand même plus caractéristique d'une traque à black bass qu'une traque des brochets, quoi, hein. Je continue à inspecter comme ça. Les bordures aussi, hein. Donc en fait, le black bass vit dans peu d'eau, alors? Le black bass vit dans peu d'eau, ouais. On arrive à le trouver jusqu'à 4-5 mètres de profondeur, quoi. Comme je
disais tout à l'heure, le black bass aime bien les gestes assez amples avec un leurre souple. Et l'articulation après fait le reste. On va arriver sur le poste. Essayer de pas le gêner parce que celui-ci je le connais. Et en général, il y a des blagues ici, j'ai déjà le sourire, mais bon, peut-être qu'aujourd'hui ça va pas être ça. Un petit black bass. Voilà, qui a mordu sur un leurre souple en dandine. Excellent. Donc je mettais pas. C'est un black bass qui fait à peu près une trentaine de centimètres, qui pèse 500-600 grammes. Et vous le voyez, il a une plaie. Et cette plaie-là, à mon avis, c'est une piqûre d'oiseau. Donc un oiseau avec son bec l'a piqué. C'est pas vrai. Si, c'est certainement un héron ou un cormoran. Ah ouais? Donc il porte pas mal préjudice aux poissons du milieu quand même. Pourquoi? Pourquoi? Bah, vous voyez, avec une blessure comme ça, le poisson est toujours en vie. Mais Mhm. malheureusement, il y a des agents pathogènes dans le milieu qui existent naturellement. Hein, et ça peut créer des infections et après lui atteindre la chair et pourquoi pas le système sanguin, quoi, hein, et ainsi faire une septicémie, quoi. Donc il avait bien pris sur la gueule, sur le rebord de la gueule. Je vais le décrocher sans lui faire de mal. Donc le black bass, on peut le prendre par la gueule comme cela, quoi, hein. Alors là, il a pas spécialement une super belle robe. Je vais le montrer un peu de l'autre côté sans sa plaie. Et vous voyez qu'il a un petit peu perdu de couleur. Mais bon, ceci dit, il est très gentil. Il est très joli et très gentil également parce qu'il ne bouge pas beaucoup. Donc je vais le remettre à l'eau. Je pratique toujours le no-kill sur le black bass. C'est un poisson que je garderai quasiment jamais pour manger, quoi, hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que voilà, pour la tête qu'il a et pour le combat qu'il procure. Vous avez vu où je l'ai pris là? Dans une toute petite fenêtre. J'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Donc après, il faut repartir, quoi. Faut essayer de pouvoir en capturer un autre. Après avoir traversé le centre-ville de Redon, les bateaux remontent le cours de l'Oust canalisé. Sans cette rivière, le canal de Nantes à Brest n'aurait jamais existé, car l'Oust lui est totalement dévoué. En plusieurs endroits, le cours d'eau est directement canalisé, tout en se transformant en une étonnante cluse, taillant à vif schistes et granites, en surplombant le cours du canal de plus de 30 mètres. Voilà, je suis ravi de vous accueillir au grand site naturel de la basse vallée de l'Oust, ou plus exactement le site de l'île aux Pies, donc l'île aux Pies sur laquelle on va approcher tout à l'heure. Donc l'Oust qui prend sa source dans les côtes d'Armor et qui termine dans l'océan Atlantique à la hauteur d'Arzal, si vous connaissez. La petite touche locale, c'est l'anguille, puisque dans le port que nous allons accoster tout à l'heure, au port de Glénac, les habitants de ce bourg, de ce village, sont appelés les Vanjaun, donc les ventres jaunes en bon français, en référence à l'anguille qu'on pêche ici et qu'on a pêché pendant très longtemps, à la Bosselle notamment. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, c'est des nasses à une seule entrée, en fait, faites en châtaignier, et qui permettaient la pêche régulière et de l'anguille. Ah oui. Elle est dans les cailloux. On va attendre, elle va sortir. Il joue un peu de guitare. C'est parti, ça
Vous l'avez prise sur quoi là? Sur un gros ver de terre. Avec quoi comme hameçon? Bon, là c'est un hameçon de 5, un hameçon à truite. Et vous utilisez quoi comme matériel pour pêcher l'anguille? Alors un lancer, si possible assez gros. Hein. Bon, le fil, faut pas hésiter. Là c'est du 30 centièmes, de 28 centièmes. Pour pêcher l'anguille, c'est l'idéal? Oh oui, de toute façon, faut pas monter trop fin parce que l'anguille c'est assez solide. Hein. Là, il faut que je prenne la pince hein, pour le sortir. Vous en faites beaucoup d'anguilles? Ça dépend des moments. En ce moment, c'est assez difficile. Là, on a eu de la chance. Hein. Mais la bonne saison, au mois de juin, mai-juin, là, le soir, oui, on en fait quand même pas mal. Bon, là, on va la mettre dans un aquarium.